La Poche Bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'AutoHebdo.net. Okay. Comment ça va, Eric? Ça va, les boys? Ça va, hey. Content de t'avoir. Je te présente Guillaume. Guillaume, là, il est toujours un peu gêné avec les nouveaux. Là, fait que, Oui, je m'en doute. Salut, Guillaume. Qu'est-ce qui se passe de bon, Eric? Écoute, comme tout le monde, un peu pogné à la maison avec les enfants et la femme. Puis, écoute, c'est pas mal ça. Bon, ben, hey, prends-toi une bière ou quelque chose, on va t'aider. On va te sauver pour une demi-heure. Là. Ah, je sais. Qu'est-ce que tu bois à soir, là? Moi, j'ai un Benelux catapulte. Nice, OK. Parfait, ça. Une bonne petite bière. Ça relaxe, ça détend. Ouais. Ça, je disais à Guillaume, tu sais, on s'est connus, nous autres, là, je me rappellerai toujours, quand je rentrais avec mon sac au gym, je m'assisais, on avait 8, pour que le monde se le mette dans la tête, il y avait 8 bicycles avec des télévisions pour les statistiques, puis tout ça, ça s'appelle Power Watts. Puis je m'entraînais, je m'assisais, à ma gauche, j'avais Eric Gay, à ma droite, Alexandre Bilodeau, un peu plus loin, Michael Kingsbury, à gauche, on avait Andrei Markov, on avait Jennifer Isle, tous des champions olympiques, puis Andrei Markov qui nous a parlé après 10 ans, à un moment donné. Il m'a jamais parlé. T'as pas parlé, toi? Bon, welcome in the team. C'est sûr. La compétition était incroyable quand on s'entraînait. Tu pouvais pas arriver et avoir une moyenne journée. Là. Non, effectivement, c'était pas mal motivant. C'était bien le fun. Puis d'ailleurs, écoute, il reste qui? Là? Il reste Michael Kingsbury qui est encore en compétition. That's it. Là, il est tout seul parce que cette année, il restait moi, lui puis Kevin Poulain, le gardien de but. Mais là, je pense qu'il va rester juste lui puis Kevin peut-être l'été prochain. Fait que, oui, là-dessus, félicitations, Max. Belle retraite. Merci. Félicitations à vous deux. Là, la poche bleue, c'est vraiment cool. Ah non, mais moi, je pensais pas que Max, en lui disant, Max, je vais te donner un foulard, un hoodie puis une tuque qui allait prendre sa retraite. Là. Moi, il m'a dit, on parle d'hockey puis on boit de la bière. Fait que ça s'est réglé. J'ai dit, bon, je vais arrêter le hockey. Hey, Eric, je vais sauter tout de suite au sujet parce que tu es tellement intéressant, tu es tellement fait pour le sport au Québec et tout ça. Mais moi et Guillaume, on parlait cet après-midi. C'est quand que tu prends la décision d'aller descendre à 160 km/h en ski? À quel âge? Comment ça se passe? Puis t'as-tu peur au début? Ben écoute, je pense que c'est comme n'importe quoi. Tu t'habitues tranquillement. Moi, dans ma tête, je n'allais jamais faire de la descente. J'étais plus côté technique, c'est-à-dire plus en slalom, dans slalom géant. Puis d'ailleurs, mon père m'a toujours dit qu'il ne me laisserait jamais courir en downhill. Mais écoute, à un moment donné, tu prends un peu plus de confiance, tu voyages en Europe, tu commences à faire plus d'épreuves de vitesse. Puis comme de fait, j'étais pas mal plus talentueux en descente et en super G que les épreuves techniques. Fait que j'ai comme gravité tranquillement vers les épreuves de vitesse. Puis je te dirais, c'est ça. C'est pas au jour au lendemain que tu embarques dans une piste puis tu descends à 160, mais tu t'habitues graduellement. Mais même ça arrive qu'un jour tu descends à 160. Là. Puis c'est ta première fois là. Oui. C'est pour ça que ça fait bien là. Qu'est-ce que tu mets-tu une couche pour descendre? Oh, écoute, les premières fois que je suis descendu en Coupe du Monde, c'est assez épeurant. Mais en même temps, c'est un trip. Tu descends en bas, tu arrives en bas, puis tu as envie de le refaire tout de suite. Ben, tu dis, les premières fois que je l'ai fait en Coupe du Monde, mais en pratique, tu descends à quelle vitesse? Il faut que tu le pratiques à la vitesse que tu vas faire en championnat du monde. Oh, oui, mais jamais à 160. En entraînement, c'est rare que tu vas atteindre 120, mettons. Mais en fait, il y a juste une place au monde que tu vas atteindre 160, c'est à Wengen, en Suisse. Les autres, Kitzbühel, tu vas peut-être te rendre à, mettons, 150. Les autres, c'est pas mal des 140, là, ça tourne. Oui, mais 20 km/h, c'est quand même énorme. Là. Comment est-ce que tu sais, les réflexes et l'instinct là, dans 20 km/h, c'est... Comment tu fais pour pogner? Tu ne tournes pas une switch puis je suis à l'aise à 20 km de plus? Là? Ben, écoute, je dirais que c'est pareil comme au hockey. Tu sais, les juniors, c'est pas mal plus lent. J'imagine que quand vous êtes arrivé dans le Big Show, c'était pas mal plus rapide puis vous avez à vous adapter. C'est un peu comme ça en ski. C'est sûr qu'il y en a qui performent super bien dans les Coupes d'Europe, on appelle ça. Puis là, quand ils arrivent en Coupe du Monde, ils sont moins à l'aise, c'est trop vite, puis ils sont pas capables de performer. C'est un peu ça. Oh.
Puis toi, ça avait commencé, je parlais à Scott Livingston, là, que tu connais bien, là, notre entraîneur, qu'on a eu toutes nos carrières, pas mal les deux. Il me disait que ton père, dans le fond, il a décidé un jour d'aller vivre à Tremblant, commencer le ski. Si je ne me trompe pas, il était pompier, quelque chose du genre. Puis là, il a commencé, là, il a aidé beaucoup grandement dans le monde du ski à Tremblant. C'est en plein ça. En fait, c'est un joueur de hockey. Il vient de Montréal. C'est un pompier. Lui, il y avait des chums qui faisaient un peu de ski. C'était des joueurs de hockey, mais qui faisaient du ski les fêtes de semaine. Fait qu'il montait avec eux à Tremblant. Il a tombé en amour avec le sport. Il a lâché sa job. Il a déménagé à Tremblant à temps plein. Il est devenu ski bum. Puis bon, après ça, il a fait plein de choses. Là. Il est devenu entraîneur éventuellement. Puis il a travaillé avec l'équipe du Québec pendant plusieurs années, l'équipe nationale. Puis il a amené bien des athlètes sur l'équipe nationale puis en Coupe du monde. Mais justement, tu parles de ça, ton père qui a fait tout ce cheminement-là, mais quand on se rend championnat du monde, peu importe où, c'est quoi l'équipe en arrière de nous? Qu'est-ce qu'on a besoin comme skieur, comme équipe qui nous entoure? Ben, c'est un peu comme au hockey. Là, on a besoin vraiment d'un entourage, un entraîneur physique, comme Max en parlait. Là, c'est bien important que ça soit au hockey ou que ça soit en ski. Physio aussi, parce que comme au hockey, il y a bien des blessures et des petits bobos qu'il faut régler. Un entraîneur, c'est bien important. Un entraîneur, c'est quelqu'un en ski qui est vraiment important, que tu vas parler avec à tous les jours. C'est vraiment du one-on-one. Moi, pendant plusieurs années, j'avais engagé mon frère comme entraîneur parce que justement, je ne m'entendais pas trop bien avec l'entraîneur-chef qui était là dans le temps. On a besoin d'un médecin, pas juste qui est en place sur les pistes au cas où qui arrive de quoi, mais également des médecins que quand tu fais ton rehab pour des blessures, qui sont un peu plus derrière scène. C'est pas mal ça l'équipe qui nous entoure du côté staff, mais il y a aussi les coéquipiers, évidemment. C'est un sport individuel, mais quand même, avoir des bons équipiers qui poussent fort, ça l'aide beaucoup. Pour te motiver dans le gym, moi, c'est sûr que j'avais Max à me motiver, avec ça allait. Mais côté ski aussi, ça te prend quelqu'un qui est capable de te pousser, puis qui est capable de t'accoter ou de dépasser pour essayer d'aller chercher plus à chaque descente. Max, j'ai une question, juste une question là-dessus, parce que ça me flash dans le sens que, tu sais, moi, j'ai eu bien des commotions. Puis à partir du moment que tu as peur, ben t'es fini dans le sens. Toi, comme athlète, quand tu es en haut de la piste et tu regardes en bas, ça t'es-tu déjà arrivé que tu as eu la chienne puis il fallait que tu y ailles dans 10? Carrément. Oui, souvent même. Écoute, la première fois que j'ai fait Kitzbühel, c'est un peu la piste légendaire, si on veut. Puis c'est quelque chose, là. C'est vraiment à pic. Tu penses que c'est à pic à la télévision, mais le faire en vraie vie, c'est épeurant. Puis moi, en plus, j'avais grandi à l'écouter. Puis j'ai vu toutes les bêches, toutes les blessures. Fait que c'est pas mal ça que j'avais dans la tête quand j'étais dans la portion de départ. Puis justement, j'entendais le bip bip avant que tu prends ton départ. Puis j'ai fait une descente terrible. J'ai manqué de me tuer. Je dirais j'ai manqué de me tuer 5 fois en descendant. Puis le soir, je me suis fait un petit speech. Écoute, là, Eric, si tu fais encore ça, tu vas te ramasser dans le filet, tu vas te blesser. Fait qu'il faut que tu attaques. Fait que je dirais que l'offensif, c'est le meilleur défense en ski alpin. Puis écoute, ça m'est resté dans la tête après ça. Wow. Et est-ce que ta routine a changé côté préparation mentale? Est-ce que tu as dû travailler plus fort pour être confiant? Ou? Oui, je te dirais que dans le ski, écoute, il y avait un peu... c'est sûr qu'on travaillait fort physiquement puis techniquement. Le côté mental, pour moi, c'était bien important plus tard dans ma carrière, mais plus tôt, écoute, je pense que le ski, il y avait un peu de stigmatisme, que c'était pas macho. Mais plus tard dans ma carrière, j'ai découvert plus le côté mental. Puis oui, effectivement, c'était bien important. Je pense que tous les athlètes sont en forme, puis tous les athlètes sont capables de skier techniquement, puis c'est vraiment entre les oreilles que ça se joue. Fait que moi, je dirais que de, mettons, 28 à 35, 37 ans, c'est là que je me suis concentré plus sur le côté mental. C'est quand que, tu sais, puis c'est sans rien enlever aux commanditaires, là, peut-être plus petit, là, chaque argent qu'on reçoit est important quand on est un athlète olympique, là, mais c'est quand on reçoit l'appel de Red Bull puis qu'on dit on veut t'endosser puis we got your back. Là, c'est quoi le feeling de ça puis comment ça se passe?
Ça, c'était bien spécial. En fait, c'était un peu le coup de chance, je dirais. J'étais bien jeune, je pense que j'avais 22, 23 ans. Je commençais ma carrière en Coupe du Monde. J'étais pas trop prouvé, tu sais, j'avais quelques résultats, mais vraiment rien à long terme. Du côté business, Red Bull, il cherchait à embarquer dans le marché canadien, puis je cherchais justement quelqu'un bilingue. Puis c'était un entraîneur qui travaillait au Canada, c'est un Autrichien, qui avait une connexion avec Red Bull, puis ça a comme tombé de même. Ça a été lent au début, tu sais, on a fait un contrat d'1 an. Puis après ça, 2 ans, 4 ans, 5 ans, finalement, ça a duré ma carrière au complet. Fait que j'ai été vraiment, vraiment très chanceux de les avoir tout au long de ma carrière. Qu'est-ce que ça l'inclut, ça? Tu sais, les gens disent qu'il est commandité par Red Bull, mais on oublie le côté monétaire. Est-ce que tu as des visites spéciales? Peux-tu voir tu sais, les usines, les places où ils font leurs canettes ou whatever? Oui. Y a-tu ça qui peut aller à des poche privilèges? bleue. Ouais, aller à poche bleue. C'est ça, oui. Oh, écoute, il y a plein de privilèges. Puis au début, j'étais super gêné, mais oui, effectivement, j'ai fait plein de choses hyper cool. J'ai été voir des Formule 1 un peu partout. J'ai rencontré plein de gens. D'ailleurs, Lindsey Vonn, qui est l'ancienne à Piquet-Souban, je vous entendais parler de ça tout à l'heure, Ouais. qui est maintenant célibataire. J'ai rencontré plein de gens de Red Bull, puis j'ai vécu plein de choses. Puis écoute, j'ai vu l'usine, j'ai vu plein de choses. Mais comme quoi, là, on veut des détails. En poche bleue, ça prend des détails. T'es comme là, tu parles de. Je sais que tu es un grand fan de Formule 1. T'as-tu rencontré les pilotes? T'as-tu vu comment ils font la mécanique, des choses comme ça? Oui, tout à fait. En fait, à Montréal, j'ai eu la chance, tu sais, ça fait plusieurs années que j'allais à la Formule 1 à Montréal. Puis quand c'était Sébastien Vettel qui conduisait encore pour Red Bull, ça fait quand même plusieurs années, mais j'étais dans les puits quand il a gagné. Fait que j'étais sur le micro dans les puits, tu sais, je voyais qu'il faisait son changement de pneu, tout. Là, il a gagné, puis tu sais, j'étais avec tous les mécaniciens, puis tu sais, il m'embarque, j'étais comme dans la foule, tu sais, quand il sprayait la champagne, tout. Ouais. Fait que j'étais vraiment un peu derrière la scène, puis là, on est sorti avec eux le soir à Montréal. Fait que c'est assez spécial, tu sais, de vivre ça. Tu sais, t'es pas le centre de l'attention, mais de le vivre un peu de l'extérieur, je trouvais ça vraiment cool. Autre chose que j'ai fait de spécial, écoute, Red Bull, c'est une compagnie qui est bien spéciale. Toi, en Europe, je ne sais pas si tu as déjà vu, mais ils ont quelque chose qu'ils appellent le Hangar 7, c'est à Salzburg. C'est un gros hangar. En fait, il y a 2 hangars. D'un côté, c'est un musée qui vont garder leurs anciennes voitures de Formule 1 ou les avions, tout showroom, tu sais. Puis de l'autre côté, c'est un peu un musée, mais c'est les avions qui peuvent voler. Fait que moi, j'ai eu la chance d'aller là puis de prendre plusieurs des avions qui sont là puis de voler avec, des avions privés, tu sais, pour faire des petites jantes. J'ai été au championnat du monde en jet privé, justement, avec Lindsey Vonn puis Marcel Hirscher. Marcel Hirscher, c'est pas mal un des meilleurs skieurs que j'ai jamais vécu. Fait que oui, j'ai vécu des beaux moments de même. Wow. C'est cool. Ça. Qu'est-ce que j'aimerais ça faire ça un jour. Visiter les Red Bull. Il me semble que j'aimerais ça. On ira ensemble à la poche bleue. Là. On ira faire un petit tour en Europe. J'aime ça. On fera des spots en Allemagne. Fais pas trop d'invitations parce qu'on prend ça au sérieux, nous autres, Eric. Va pas trop vite, c'est enregistré. Puis, le 8 février, on part. Hein? Ah oui, Mais qu'est-ce qui fait en sorte... Est-ce que c'est la qualité des montagnes ou est-ce que c'est l'entraînement? Est-ce que c'est Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a des pays qui sont meilleurs que d'autres ou qui sont vraiment là, solides dans ça, dans le downhill? Écoute, c'est une bonne question. Merci, c'est Maxime qui me l'a écrit. En fait, je pense que c'est la passion derrière scène. On le sent quand on est en Autriche ou bien en Suisse. Ils vivent pour ça. C'est leur sport national. C'est un peu comme le hockey au Québec. Les gens, ils en mangent. Fait que, ils mettent les ressources derrière scène. Là, on est en train de vivre un moment de la pandémie. Les montagnes vont rester ouvertes, mais je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir s'entraîner. Tandis qu'en Europe, ça va pas bien, mais les courses, ils continuent. Puis, il n'y a pas question qu'ils annulent le ski alpin. Fait que c'est un peu ça la différence que je dirais. On a vraiment beaucoup de talent au Québec. Puis, on a produit des athlètes de haut calibre dans le passé. Puis, on va en produire dans le futur. Mais ça reste qu'en Europe, c'est vraiment le sport qui regarde. Pas partout en Europe, mais surtout la Suisse, la France, l'Autriche. C'est ça qui écoute à la TV.
Mais c'est drôle parce que Max, c'est ma retraite, je l'ai pris de même. C'est drôle ce que tu dis là parce que c'est vraiment des villages qui vivent pour ça. Puis en Suisse, moi, j'étais à Zurich quand j'ai pris ma retraite. Puis je pogne une commotion, mon GM, il dit va-t'en dans ce ville-là. Là, il me nomme une ville, man. Il dit c'est plein de spas. Il dit c'est en montant. Il dit tu vas triper. Il dit là, moi, je suis commotionné, je suis mêlé, ben raide. Je me réserve un hôtel. Monte des montagnes, repasse les nuages, monte des montagnes, j'arrive. C'est juste des pancartes, man, de ski compétition. Genre dans 3 mois, la ville est fermée. Il n'y a rien qui se passe. Je me suis trompé de ville. J'ai loué dans une ville de ski. Il y avait un hôtel ouvert, pas de restaurant. Là, j'étais comme, mais oui, c'est ça. Il y a des villes qui sont juste pour ça. C'est fou pareil quand tu y Non, mais le monde ne le réalise pas. Puis moi non plus, je ne le réalisais pas. Puis quand je suis arrivé à Lugano, en Suisse, j'arrivais le matin, je disais, mettez les highlights de la Ligue nationale de hockey. Les gars me regardaient, qu'est-ce que tu dis là? Il y a une compétition de ski aujourd'hui. Là, moi, voyons, qu'est-ce que vous dites là? Regardez le ski. Là. Les gars, c'était pas personne parlait, regardait. Puis c'était incroyable, là, c'est gros. Puis moi, ça m'amène à la prochaine question. C'est-tu frustrant pour un athlète de voir justement, tu sais, tu compétitionnes contre des gars qui ont des pas mal plus gros budgets, là, côté entraînement, équipement, puis tout ça. Ils donnent tout là-bas là, pour ces athlètes-là. Ici, c'est plus difficile, là, côté sponsor. Tu sais, c'est-tu frustrant? Effectivement. C'est une autre très bonne question. Je suis un peu déchiré là-dessus. D'un bord, oui, c'est frustrant. Tu arrives à la maison, écoute, moi, ma fille, elle tripe ski, on est dans le ski, puis ça ne joue plus à la TV. Fait que ça, c'est frustrant, oui. Mais de l'autre côté, je gagnais ma vie en Europe, je revenais à la maison, puis j'étais tranquille. Il n'y a personne qui me courait après. Vous autres, vous avez vécu ça avec le hockey. Le média, il vous achale là, quand vous êtes à Montréal, vous êtes joueur de hockey. Moi, j'arrivais à la maison. Si ça allait bien, il voulait me parler, mais si ça allait pas bien, il me laissait tranquille. Fait que c'est une bonne chose d'une certaine façon. Je pense que c'est faisable quand même de compétitionner contre les Européens, même si on a un budget un peu plus restreint, je dirais, que les Européens. Fait que c'est ça. Mais c'est la vie. Ça m'amène à une question justement parce que au tennis, on vivait ça pendant longtemps, puis Tennis Canada a réussi à faire quelque chose qu'on développe aujourd'hui des athlètes, puis on développe du monde de tennis dans notre programme canadien. Qu'est-ce qu'on devrait faire dans notre programme canadien, au-delà du cash, là, en ski, pour réussir à grimper plus d'athlètes comme toi? Faut que là, Guillaume, j'espère que tu en as pendant quelques heures, parce que je pourrais te passer là-dessus pendant longtemps. C'est comme le développement du hockey québécois, c'est ça? Ben oui, exactement. Écoute, moi, depuis ma retraite, j'ai embarqué sur le CA de l'Équipe nationale de ski. Puis il y avait pas mal de travail à faire. Je dirais qu'on a fait un bout, mais il reste longtemps à faire encore. Puis je pourrais te partir là-dessus pendant longtemps. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on a le talent au Québec puis au Canada pour produire des athlètes. Mais ça a été mal géré dans le passé. Il y a beaucoup de jalousie. Les entraîneurs on a quelques entraîneurs qui sont hyper bons. Puis d'ailleurs, en ce moment, je dirais que la meilleure nation plus petite, c'est la Norvège. C'est 2 Canadiens, 2 gars d'Ottawa, c'est les entraîneurs-chefs en ce moment, qui ont grimpé en dessous de mon père, qui ont fait le cheminement par l'équipe du Québec. Fait qu'on peut avoir les entraîneurs, mais ça prend un développement, ça prend des ressources. Fait que c'est comment le faire partir, comment avoir l'argent pour faire partir tout ça. Fait que c'est des grosses questions. L'autre question qu'on se pose souvent, nous, on a une Coupe du monde dans l'Ouest canadien à toutes les années. Puis comme au tennis que tu avais mentionné tout à l'heure, eux, ils font leur argent avec la Coupe Rogers qui a lieu à Montréal puis à Toronto. C'est pas mal tout leur budget qui vient de là. 100%. Nous, on fait de l'argent aussi avec la Coupe du monde à Lac-Louise, mais c'est une préparation de downhill. C'est une descente qui fait 5 km de long. Fait qu'on a une préparation de piste, d'enneigement, des billets, des volontaires. Ça coûte énormément cher de faire une downhill, tandis qu'on pourrait se concentrer plus sur les épreuves techniques. Fait que c'est toutes des questions qu'il faut qu'on se pose.
Puis on est là-dedans, en fait. Là. On se pose des questions souvent là-dessus, puis on a des meetings souvent, puis on essaie de s'enligner pour le futur. Mais excuse, parce que le développement au hockey, ça m'intéresse. Puis Max aussi, on a souvent des conversations là-dessus. Puis je m'excuse de continuer là-dessus, ça m'intéresse trop ce que tu dis. Est-ce que c'est un problème un peu comme nous autres, le manque de. Tu sais, parce qu'au Québec, on vit la même chose, même si c'est le sport le plus important dans un sens, le hockey. Ouais. Les entraînements de kids de 7 à 12 ans, c'est peut-être pas que là que nos entraîneurs sont les meilleurs. Est-ce que c'est un peu ça que vous vivez? Parce que le développement de l'athlète se fait là, pareil. À 100%. Ouais, à 100%. D'ailleurs, moi, je le vis. L'entraîneur à ma fille, je dirais que c'est un des meilleurs entraîneurs au Québec. Puis, on a une petite gang ici qu'on a pu l'engager pour qu'il reste à Tremblant, pour qu'il entraîne nos jeunes. Mais sinon, écoute, le salaire, ça influence les coachs à grimper assez rapidement. Puis une fois qu'ils sont rendus à l'équipe nationale, bien là, ils commencent à voyager ailleurs, puis ils se font repêcher par les Européens ou d'autres équipes qui sont willing de payer plus cher. On a vraiment de la misère à y garder à basse niveau. Ça ne veut pas dire qu'on a des bons, mais on a des bons qui n'ont pas beaucoup de maturité ou qui n'ont pas beaucoup d'exposition à ce que ça prend. Je pense qu'on va s'y rendre, là, mais ça va prendre un moment avant de développer plusieurs coachs qui vont pouvoir entraîner nos jeunes, justement, comme tu dis, là, de 8 à 12 à 15 ans. Là, c'est vraiment une phase importante. C'est là que ça se passe. Du côté technique. Fait que oui, on est en train de le vivre. Puis moi, je suis un peu dans ma bulle ici à Tremblant, là, mais j'imagine que ça m'a affaire à d'autres endroits au Québec puis ailleurs au Canada aussi. Et puis là, tu parles vous les gars, vous parlez de choses sérieuses, mais moi, il y a une question là, qui m'a trotté dans la tête toute la journée. Une autre sérieuse après, bon. J'ai hâte. Non, moi, j'ai hâte de demander, je suis plus capable. Là. Attends, laisse-moi la mienne avant. Je suis non, sérieux ou pas? C'est juste une dernière. OK, vas-y. Non, mais je trouve ça tellement... Excuse-moi, Max, mais je trouve ça tellement hâte d'avoir la chance de parler à un athlète qui a réussi dans un autre sport, puis qui a pas juste qui a réussi, qui a une opinion et qui s'implique. Je trouve ça le fun. Puis tu parlais tantôt de ta relation avec Red Bull, puis c'est autrichien, puis qui met de l'argent là-bas. Est-ce que c'est, à quelque part, un jour, ça peut devenir que Red Bull investisse dans notre programme canadien? Ben, Red Bull, d'habitude, il investit dans les athlètes individuels. Ah oui, ça, je pense que oui. Écoute, on a quand même des commanditaires avec l'équipe nationale qui sont impliqués depuis plusieurs années. Je pense d'ailleurs à McKenzie, qui sont là depuis de nombreuses années et qui continuent à nous supporter beaucoup. Mais oui, ça nous aide beaucoup. Nous autres, c'est tough parce que les gens, ils focusent sur le ski, je dirais, à tous les 4 ans pour les Olympiques. Ouais. Mais on a quand même un circuit de la Coupe du monde qui a lieu à toutes les années. Puis, les Européens, ils savent que c'est gros, ils ont un budget à chaque année. Puis les Olympiques, ça fait partie de ça, mais c'est pas la priorité. Tandis qu'au Canada, puis même aux États-Unis, c'est vraiment ça, c'est à tous les 4 ans. Fait que nous, on va commencer à avoir des commandites qui vont rentrer cet été en vue des Olympiques qui s'en viennent. Mais sinon, les années tout de suite après les Olympiques sont difficiles. Ouais, je comprends, OK. Ouais, Max, je te laisse. C'est juste sur une année. Là j'ai hâte. Je te laisse, Max, je débarque. J'ai hâte d'entendre. Là, si je te dis, là, je vais te nommer 4 noms, tu me dis à quoi ça te fait penser parce que ça me fait rire, ça. C'est Edward, Ebenezer, Walter puis Wayne. Moi, Walter puis Wayne, c'est la famille Gretzky. Toi, c'est qui? Non, ben ça n'a pas rapport avec ça. En fait, on cherchait des noms. C'est les noms de mes wapitis. Moi, j'étais un petit gars de campagne. Je demeure... je suis quand même à 10 minutes de Tremblant sur un gros terrain. Fait que nous, on a des wapitis à la maison. Ben, pas à la maison, là, mais sur notre ferme. Puis nos enfants ont nommé nos wapitis Wayne Wapiti, Walter Wapiti, Ebenezer Elk, puis Edward Elk. Non, on parle de wapitis, c'est les reines du Père Noël, ça, là, right? Non, ben non, ça, c'est des caribous, des reines. Mais ben, ça, c'est ce qu'on trouve dans l'Ouest. Ouais, ça ressemble. Effectivement. Je te voyais dans une émission, les nourrir puis tout ça, c'est cool. Pareil, ta vie, tu sais, je sais que tes enfants, le matin, vont chercher un œuf directement, puis ils ramènent un œuf frais, faire à déjeuner. C'est cool comme rythme de vie. Là. Guillaume, il est de même aussi. Là. Lui, il aime ça. Ben, moi, quand j'ouvre la petite boîte, il est frais, mon œuf, non? Non, mais écoute, c'est pire que ça, Max. Moi, mes wapitis sont peut-être à 300 mètres de chez nous. Puis, écoute, moi, je me suis fait une patinoire là, écœurante. Oh. Fait que là, c'est pas juste une patinoire, on peut jouer au hockey, mais c'est également des sentiers qui vont dans le bois, on le tour des arbres. Là, mes enfants, ils trippent comme des malades.
Ouais, c'était écœurant, ça. Puis moi, depuis ma retraite, là, je joue au hockey comme un malade aussi. Ah ouais? Moins bon que vous autres, un peu, là, mais Tu joues, là, toi, à la défense ou? Non, attaquant, ailier droite. Hey, En J'ai fait, la Max, place sur mon trio. en plus, il est ciblé. Il est ciblé ailier droit. Il peut pas jouer à Non, mais gauche. Eric, lui, là, il Ben part non, dans je sa peux zone, jouer il à se met en gauche, dessous en de boule, fait, puis je tu le joue pushes. n'importe- Il est en descente jusqu'au net. Mais tantôt, tu parlais de ta fille qui fait du ski. Tu sais, tu dois avoir eu des blessures assez graves. Ça doit te faire peur pareil. Ouais, ben écoute, pour le moment, ils sont jeunes, ils descendent pas trop vite. C'est rare qu'il va y avoir des blessures à cet âge-là. Je dirais que c'est plus, tu sais, quand ils arrivent 18, 20 ans, qu'ils commencent à brancher plus dans le côté vitesse. Mais oui, je pense effectivement que j'aurais peur si elle décide un jour, ou si il décide un jour, c'est toutes les filles de s'aligner en descente. Je pense que je serais pas mal stressé au fil d'arrivée, là, ouais. Ouais, Parce que les blessures en downhill, il y en a pas mal. C'est pas mal garanti que tu vas te faire un genou à un moment donné ou un dos ou quelque chose. Fait que je souhaite pas. Mais Excuse-moi, c'est un peu ça a rapport avec notre sport. j'adore l'expression. C'est sûr qu'elle va se faire un genou un jour. C'est comme. Non, Standard, mais je voulais dire en downhill. Ça s'enligne en downhill, c'est sûr qu'elle va se faire un genou. C'est pour ça que je pousse vraiment plus le côté technique. J'espère qu'elle va rester en slalom puis j'aurai pas de crainte. Mais toi, Eric, t'en as eu justement là, cette opération, me semble, des Ouais. blessures. Là. Et les genoux, j'en ai eu en masse, 6 opérations aux genoux. J'ai eu des problèmes de dos longtemps aussi. Mais comme au hockey, il y a des blessures, des bobos. Oui, les blessures, c'est une chose, mais jouer blessé aussi, mais de se remettre d'une opération, c'est dur mentalement. Puis quand c'est 6-7, à un moment donné, ça doit être fatigant. Effectivement. Et effectivement, puis ça joue dans la tête. J'ai beaucoup appris avec les années. Mais la première fois que je me suis fait mal au genou, puis en revenant, j'étais craintif. Puis tu sais, d'un bord, je me disais, ah ouais, il faut que tu attaques. Puis là, il y avait toujours quelque chose qui me retenait. Puis ça a dû prendre un bon. Quasiment une saison complète là, avant que je me remette puis je commence à avoir un peu plus de confiance puis que je puisse attaquer de nouveau. Je dirais qu'à toutes les fois après ça que je me suis fait mal, je suis revenu un peu plus rapidement. Je savais à quoi m'attendre un peu plus. Mais de l'autre côté, je suis en train de vieillir. Puis à un moment donné, tu sais, te faire mal, tu reviens de blessure plus tranquillement. Puis, tu sais, moi, je pensais à mes enfants. Moi, j'ai 4 enfants. À un moment donné, ça devient jouer dans la tête, là, c'est sûr. Si je te demande, tu sais, parce que contrairement à nous autres, tu sais, Max, il a joué il a joué à Berlin, il a joué à Modo, il a joué à Lugano, il a visité quand même l'Europe. Mon frère a visité l'Europe. Moi, j'ai juste fait Zurich à part des voyages pour aller voir justement mon frère ou autre. Mais c'est quoi le pays où les traditions t'ont vraiment sorti de ta game, où t'as fait OK, là, je compétitionne ici, c'est vraiment différent de chez nous, là? Écoute, il y a plein de choses qui m'ont marqué, je dirais. La première des affaires, je dirais que j'étais jeune. Je devais avoir peut-être 16 ans. Ouais, 16 ans à peu près. J'étais quand même bon au Canada. Je n'étais pas le meilleur au Canada, mais j'étais un des bons. Puis j'arrive en Europe, tu sais, je commence à compétitionner là-bas, puis je me suis fait ramasser, mais vraiment ramasser. Tu sais, on parle il y a 140 coureurs au départ, puis j'ai fini peut-être 90e. Tu sais, c'est un autre game. Fait que ça, c'était tough. L'autre tradition que j'ai trouvée quand même assez cool, c'est quand tu gagnes les championnats du monde en Europe, c'est la tradition, surtout en downhill. La tradition, c'est que ils font comme des maisons. Fait que tu vas au championnat du monde, il y a comme une maison de l'Autriche, maison de la Suisse, maison de la France. Fait que là, tu sais, en France, tu vas avoir de la raclette. En Autriche, ça va être de la bière. Ah, ouais. Puis en Autriche, c'est la tradition que le gagnant du downhill, de la descente, qui aille plugger le keg, tu sais, ouvrir le keg. Fait que là, la première fois que j'ai gagné les championnats du monde, j'étais à Garmisch, qui est en Allemagne. Puis j'étais aux maisons de l'Autriche pour ouvrir le keg. Mais tu sais, il y a quand même, je sais pas, il y a bien du monde qui te regarde. Moi, j'avais jamais fait ça, j'étais tout jeune. Mais c'était assez trippant de faire ça en avant de tout le monde. Il y avait Arnold Schwarzenegger qui était là. Ah ouais? Fait que quand même, des moments assez cool. Ah oui. Tu parlais à Arnold, C'est un là? autre chien, hein, Arnold. Ben non, j'étais bien trop gêné. Je l'ai rencontré plus tard, là, mais là, j'étais jeune, puis écoute, no way.
Tu y parles pas? Ben justement, quand tu as commencé le ski à Mont-Tremblant, pensais-tu que ça allait t'emmener cette vie-là, pareil? Tu sais, si ton père lâche tout, tu t'en vas à Non, Tremblant, tu vraiment commences pas. le ski, t'es à Carnol, tu pètes des kegs dans des petites maisons partout à travers le monde, t'es champion du monde, c'est comme... C'est malade, là. Non, je dirais que ça n'a pas eu lieu de même. C'est sûr que j'étais maniaque de ski puis je tripais là-dedans. Mais je faisais ça parce que je faisais du ski avec mes chums, je tripais. Puis la compétition, j'aimais ça. Puis à un moment donné, tu sais, tu te rends à un certain niveau. Je dirais qu'à 18 ans, là, tu sais, j'avais le choix à faire. J'avais bien des amis, mon frère d'ailleurs, tu sais, qui a pris une bourse d'études aux États-Unis. Puis les écoles, ils me couraient après un peu. Puis là, j'avais un choix à faire. Tu sais, je vais-tu faire en Coupe du Monde ou tu sais, je prends une bourse d'études? Puis là, j'ai dit, regarde. Bon, en fait, c'est mon père qui m'a dit, tu sais, l'école, tu pourrais retourner un jour. Tandis que cette shot-là, pour partir en Coupe du Monde, tu as une shot. Fait que prends-la. Puis c'est ça, je me suis concentré cet été-là, je me suis entraîné comme un malade. Puis l'année d'après, j'ai eu la chance de faire des Coupes du Monde. Puis ça a comme déclenché de là. Mais non, je pensais jamais rencontrer Arnold à travers le ski. Tu pensais pas rencontrer Arnold Schwarzenegger. Vous avez la même shape en plus, ça se fait des gros gars d'upper body. Vous l'avez. Je dirais que mon upper body est en train de descendre plus côté abdos. C'est côté central. De temps en temps, on s'adapte. Mais là, Éric, en plus, avec tout ce que tu as vécu, tu te ramasses un jour, tu te lèves un matin, tu es un des plus vieux ou le plus vieux à avoir été champion du monde. Si je ne me trompe pas, c'est ça? C'est en plein ça, oui. Fait que c'est un honneur assez spécial, je dirais. J'ai gagné, c'est ça, à Saint-Moritz. J'ai encore le record pour le plus vieux champion du monde. Fait que des beaux moments, mais ce qui est encore plus cool, c'est que j'ai pu partager le podium avec un de mes coéquipiers, Manuel Osborne Paradis. Fait qu'on a vécu des beaux moments sur la route. Puis je peux te dire que le party après ça, c'était assez intense. C'est quoi un party, justement, dans le monde du ski? Nous autres, au hockey, on s'en va, on prend une bière, les boys, on a du fun. En ski, qu'est-ce que vous faites? Parce que l'équipe n'est pas aussi grosse. Là. C'est une coupe de... Tout en combine, ça a l'air, Max. Tout en combine au bord. Oui, parce qu'en fait, c'est cool parce qu'il y a vraiment des. En fait, c'est tout le monde qui sort ensemble. C'est un peu les athlètes d'autres équipes qui sortent également. C'est un peu comme aller à la guerre. Tout le monde il se concentre pendant une semaine. Tu t'en vas à Kitzbühel. Tu as tes descentes d'entraînement. Tu as la course. Tu as plein de pression, plein d'intensité. Puis là, la course se termine, puis tout le monde a envie de relâcher un peu, surtout si ça a bon été. Fait que là, on se retrouve tout le monde dans la barre ensemble, surtout ceux qui ont bien fait. Fait qu'un party de ski, là, c'est quand même assez cool. Puis c'est souvent, c'est pour ça qu'on parle souvent d'après-ski. Je peux te dire que les Européens, ils savent comment faire ça, les parties d'après-ski. C'est quoi le plus bel après-ski? Ça, j'en ai eu plusieurs, mais une petite anecdote, moi, quand j'ai gagné les championnats du monde à Garmisch, pardon, pas les championnats du monde, j'ai gagné le Globe de cristal. Fait que, ceux qui ne savent pas, le Globe de cristal, c'est la Coupe Stanley, en fait. Ça veut dire que tu es le meilleur skieur de l'année, cumulatif. Tu as retenu le plus de points à la fin de l'année. Fait que tu remportes un globe de cristal. D'ailleurs, je peux aller le chercher. Oui, mais justement... mais là, on va dans le relancer. On veut pas te mettre de pression, mais Michael Kingsbury a chuggé un gin là-dedans, lui. Ah, c'est... Fait que nous autres, on s'attend à moins. Là. On s'attend à plus que ça. C'est sûr que je vais chugger un gin, là, mais ça ressemble à ça. Fait que Mick a déjà expliqué c'est quoi. Là, c'est bon. Mais montre-le encore. Ça fait longtemps. Montre-le encore, ça fait, ouais. C'est tellement beau, ça. Mais c'est fait exprès pour boire. Comme Mick il a démontré, c'est vide à l'intérieur. Fait que, écoute, ça fait une petite boisson là-dedans. Là, ça passe bien. Ça se prend bien. Puis, de toute façon que j'ai gagné ça, c'était un peu bizarre parce que j'étais 5e au cumulatif avant la dernière course. J'avais des chances de gagner, mais il fallait que je gagne la course. Puis il fallait également que le meneur qui ait une course moins bonne. Fait que moi, j'avais pas de pression parce qu'il fallait gagner. Fait que j'ai fait une descente d'enfer, puis j'ai gagné la course. Puis je me suis mis en bas, puis lui, il a chuté. Fait que c'était un peu une surprise d'un certain sens. Ce qui a fait que le party, ça s'est pogné là, tout de suite au fil d'arrivée. Puis, en tout cas, ça a parti de là.
Je m'en rappelle parce que j'ai fait des entrevues téléphoniques plus tard le soir avec les Canadiens, les médias canadiens, puis j'étais déjà à moitié dans le sac. Mais en tout cas, c'est à partir de là, je m'en rappelle qu'on buvait des bières dans la coupe. Puis à un moment donné, on est sorti au bar, on est revenu. Je me réveille le lendemain, puis je trouvais plus le globe de cristal. Il n'était pas dans ma chambre. Je cherche un peu, je vais cogner ses portes de mes coéquipiers. Il n'y a personne qui a vu ça. Je descends en bas, je vais voir au lobby. C'est la madame qui est en avant, qui était là la veille. T'as-tu vu le globe de cristal? Elle ne parle pas un mot en anglais. Elle dit « Suis-moi ». Elle m'amène dans la cuisine. Cuisine industrielle pour les restos ou les hôtels. Puis là, elle sort ça elle ouvre la porte de la lave-vaisselle, elle sort ça de là. Les Européens, s'ils avaient vu ça, là, ils m'auraient tué. Je te dis. C'est comme mettre la coupe Stanley dans la lave-vaisselle. C'est l'histoire de party de ouais, moi, je l'aime bien, moi, celle-là. Non, mais c'est pas comme si ça se cassait pas facilement en plus, pareil. Coupe de boys, ça brosse, il y en a un qui l'échappe. Merci, bonsoir. Là. Ouais, effectivement. Je ne l'ai pas trop testé, mais ça a l'air assez solide, mais en même temps, je pense que, comme tu dis, Guillaume, si tu t'échappes ça à terre, c'est sûr que ça l'éclate en 1000 morceaux. Je ne prendrais pas la chance. Ça, c'est ça. Non. Puis là, non, Éric, tu parlais tantôt, tu as tombé, tu t'es relevé, tu as appris, tu as eu peur, tu t'es préparé mentalement, tu as changé ta façon de voir les choses. Mais je pense qu'un événement qui a marqué un peu, là, probablement la fin de ta carrière, c'est la chute de ton chum, là, Manuel, justement. Là. Tu l'as vu tomber, puis là, tu as commencé à te poser des questions. Ouais, en fait, les questions étaient déjà posées avant. C'est un peu plate parce que j'ai gagné le championnat du monde quand je suis devenu l'homme le plus vieux à gagner le championnat du monde. J'avais quand même connu une très bonne saison. Ça s'enlignait bien. Je me suis planté l'été à l'entraînement. Je me suis fait mal. Je me suis fait mal au dos. Puis l'année d'après, quand je suis revenu, j'avais des problèmes de dos. Je ne pouvais pas me mettre en position de recherche de vitesse comme avant. Je ne pouvais pas être aussi aérodynamique. La vitesse n'était pas là comme avant. C'était plus un problème mécanique. J'étais en train de vieillir puis je n'étais plus aussi souple que j'étais. Fait qu'il y avait ce problème-là. J'étais moins rapide durant les entraînements d'été. Puis on était au Canada en préparation pour la Coupe du Monde avec Louise. Puis il y a un de mes coéquipiers, pas Manuel Osborne-Paradis, mais un autre de mes coéquipiers qui se plante et qui se casse la jambe en avant de moi. Puis je peux te dire que c'est pas le fun quand tu l'entends crier, puis ça hurle, puis se fait enlever par hélico. Fait que ça me jouait dans la tête déjà. J'avais déjà vécu ça plusieurs fois en course, puis c'est correct. Mais ce fois-là, ça m'a comme secoué un peu. C'était un jeune. Je suis rentré à l'hôtel. C'était pas facile, mais j'ai passé à travers. J'ai fait mes entraînements. Puis écoute, 4-5 jours après, on s'enligne à Lac-Louise. Je suis dans le portillon de départ. Manny, il part en avant de moi. Puis il se plante encore, il se pète la jambe. Puis les hélicos, tout ça. Je te dis, j'étais dans le portillon de départ, puis j'ai dit, à ce prix que j'ai plus envie d'être là. Puis quand tu es jeune, tu sais, t'as envie, c'est trippant, ça te donne de l'adrénaline en masse. Mais je peux te dire que quand tu as 4 enfants à la maison, puis tu as fait 20 ans sur la route en Europe, loin de tes amis puis ta famille, ça vient de jouer dans la tête. Fait que quand Manny s'est planté, j'avais pas mal pris ma décision à ce moment-là. Mais bon, j'ai rien annoncé à personne. J'étais dans ma chambre d'hôtel après la run d'entraînement. Puis j'ai réfléchi pendant 1 heure, puis j'ai pris ma décision. Là, j'ai parlé à mon frère qui était mon entraîneur dans le temps. J'ai parlé à mes parents, puis là, j'ai annoncé ça à l'équipe. That's it. Tourner la page. T'en avais assez vu. On regrette-tu des fois? Aucun regret? Non, pas à date. Écoute, il y a eu un moment, la première année, c'est un endroit en Europe, en Italie, que j'aime beaucoup, puis je performe toujours bien. Puis j'étais en train d'écouter ça à la TV, puis là, j'étais là, il me semble que j'aimerais ça être là, puis c'est sûr que j'aurais un résultat. Ouais. Puis là, il y a un gars que je connais très bien qui s'est planté, puis lui aussi s'est fait mal, une commotion. Finalement, je suis bien sur mon divan. Ouais, c'est ça. Plus simple de même. Marc, je te laisse la petite vite. OK, parfait. La petite vite à soir. Simon, chaude-moi donc un petit son là, de petite vite. Là. C'est qui est fatiguant. La petite vite. Ton foursome de rêve, mon Eric.
Foursome de rêve, de golf. Écoute, Si t'es pas golfeur à je pense Tremblant, que je là. prendrais. Hein? Ouais, mais moi, je suis pas bien bon au golf. En fait, Non? c'est un sport, j'ai bien de la misère avec. Mais je jouerais avec Manny Osborne Paradis parce que c'est un comique, puis je m'entends bien avec, puis il est bien smart, avec mon coéquipier. Là, ça peut être n'importe qui. Ah, ce que tu veux. Ouais. Moi, je pognerais, écoute, Tiger Woods, parce que, écoute, c'est Tiger Woods, puis ce serait le fun de me comparer, parce que, regarde, c'est ça. L'autre, je sais pas, peut-être ma fille. Ah, Garder ça en famille, un peu, ouais. nice. On a entendu tout. Le monde veut être des célébrités et tout ça. Puis là, ce soir, on a entendu Martin Saint-Louis avec Éric Perrin. Puis toi, avec ta fille, je trouve ça cool. Hein, Guy, tu sais, toi, quand on te le demande, tu n'amènes jamais ton partner ou... C'est toujours que, tu sais, faut que Non, soit ça va, Tom ça va, Brady, Max. puis- Ça va, ça va. Puis, hey, ta rencontre la plus impressionnante. Une signature. Il y a Arnold, il y a F1. Il y a Ouais, tout. faut que tu battes Arnold, là. C'est dur, pareil. Là. Ouais. Oui, celle-là est bonne. OK, c'est Roger Federer. Roger Federer, que j'ai rencontré à Saint-Moritz, qui avait jamais, il est jamais venu voir une Coupe du Monde de ski. Fait que c'était sa première fois, il est venu voir la Coupe du Monde, la championnat du monde à Saint-Moritz, puis c'est moi qui gagne. J'ai pu, écoute, je l'ai courtoyé un peu, on a jasé, on est nés sur la même date, on a 4 enfants, fait qu'on a comme vécu un peu les mêmes affaires, puis lui, il met ses enfants dans le ski alpin, t'imagines-toi. Moi, je mettrais bien plus mes enfants dans le tennis. Moi. Ouais, c'est ça. Ah, c'est cool, ça. Puis là, vous êtes Alors, parlé, puis tout ça, ou... Oh oui, on a jasé pendant un bon petit bout, je dirais. Vraiment smart comme gars, là, vraiment chill. Il est assez relax. Il ne connaissait rien dans le ski, là, mais Ouais. vraiment cool. Puis là, on demande-tu un autographe après une rencontre comme ça ou on laisse ça cool en espérant un autre appel? J'ai fait mon cool un peu, mais j'ai quand même demandé un selfie. Fait que j'ai quelques photos avec lui. Là, d'accord. C'était vraiment spécial. Ouais, c'est J'étais un cool, amateur c'est de tennis en plus, fait que c'est assez cool. Ah ouais, non, ça c'est le fun, c'est des belles rencontres. Ah, vraiment cool. Ben, Eric, ça a été vraiment hot, honnêtement. Excuse-moi pour mes questions au début. Là. Je suis pro-développement. Puis j'aime ça apprendre là-dessus. Tu quoi, Guy, d'autres dans sports. tout ça, moi là, aussi, tout le long de je l'entrevue, suis moi, je pensais à une chose, c'est toi dans la combine à Eric. Et si. Je vais t'envoyer c'est des combines, les deux. Je vais mettre la combine, Eric, pour jouer sur ta glace dans ta cour. Mais fais attention, je suis un chasseur. Oh my God. Ouais, merci beaucoup, Eric. Plein de Toujours views super le sont fun venus de en t'avoir. combine. Plein de views. On va aller en All right. chercher des Merci, views. boys. Salut. Salut, Eric. Attention Attention à toi. Merci d'être venu. C'est Salut. vraiment smart.